Chapitre 4 du livre premier de Notre-Dame de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre premier, chapitre 4. Maître Jacques Coppenole. Pendant que le pensionnaire de Gand et l'éminence échangeaient une révérence fort basse et quelques paroles à voix plus basse encore, un homme à haute stature, à large face, à puissantes épaules, se présentait pour entrer de front avec Guillaume Rym. On eût dit un dogue auprès d'un renard. Son bicoquet de feutre et sa veste de cuir faisaient tache au milieu du velours et de la soie qui l'entourait. Présumant que c'était quelque palefrenier fourvoyé, l'huissier l'arrêta. « Hé, l'ami, on ne passe pas !» L'homme à veste de cuir le repoussa de l'épaule. « Que me veut ce drôle ?» dit-il avec un éclat de voix qui rendit la salle entière attentive à cet étrange colloque. « Tu ne vois pas que j'en suis ?»« Votre nom ?» demanda l'huissier. « Jacques Coppenole. »« Vos qualités ?» Chaussetier, à l'enseigne des Trois Chaînettes, à Gand. L'huissier recula. Annoncer des échevins et des bourgmestres passe, mais un chaussetier, c'était dur. Le cardinal était sur les épines. Tout le peuple écoutait et regardait. Voilà 2 jours que son éminence s'évertuait à lécher ses ours flamands pour les rendre un peu plus présentables en public, et l'incartade était rude. Cependant, Guillaume Rym, avec son fin sourire, s'approcha de l'huissier. « Annoncez maître Jacques Coppenole, clerc des échevins de la ville de Gand, » lui souffla-t-il très bas. « Huissier, » reprit le cardinal à haute voix, « annoncez maître Jacques Coppenole, clerc des échevins de l'illustre ville de Gand. » Ce fut une faute. Guillaume Rym tout seul eût escamoté la difficulté. Mais Coppenole avait entendu le cardinal. « Non, croix Dieu !» s'écria-t-il avec sa voix de tonnerre. « Jacques Coppenole, chaussetier. Entends-tu, l'huissier? Rien de plus, rien de moins. Croix Dieu, chaussetier, c'est assez beau. Monsieur l'archiduc a plus d'une fois cherché son gant dans mes chausses. » Les rires et les applaudissements éclatèrent. Un quolibet est tout de suite compris à Paris, et par conséquent toujours applaudi. Ajoutons que Coppenole était du peuple, et que ce public qui l'entourait était du peuple. Aussi, la communication entre eux et lui avait été prompte, électrique, et pour ainsi dire, de plain-pied. L'altière algarade du chaussetier flamand, en humiliant les gens de cour, avait remué dans toutes les âmes plébéiennes je ne sais quel sentiment de dignité encore vague et indistinct au XVe siècle. C'était un égal que ce chaussetier, qui venait de tenir tête à monsieur le cardinal. Réflexion bien douce à de pauvres diables qui étaient habitués à respect et obéissance envers les valets des sergents du bailli de l'abbé de Sainte-Geneviève, caudataire du cardinal. Coppenole salua fièrement son éminence, qui rendit son salut au tout-puissant bourgeois redouté de Louis XI. Puis, tandis que Guillaume Rym, un sage homme et malicieux, comme dit Philippe de Comines, les suivait tous deux d'un sourire de raillerie et de supériorité, ils gagnèrent chacun leur place. Le cardinal tout décontenancé et soucieux, Coppenole tranquille et hautain. Et songeant sans doute qu'après tout son titre de chaussetier en valait bien un autre, et que Marie de Bourgogne, mère de cette Marguerite que Coppenole mariait aujourd'hui, l'eût moins redouté cardinal que chaussetier, car ce n'est pas un cardinal qui eût ameuté les gantois contre les favoris de la fille de Charles le Téméraire. Ce n'est pas un cardinal qui eût fortifié la foule avec une parole contre ses larmes et ses prières, quand la demoiselle de Flandre vint supplier son peuple pour eux jusqu'au pied de leur échafaud, tandis que le chaussetier n'avait eu qu'à lever son coude de cuir pour faire tomber vos 2 têtes, illustrissime seigneur, Guy d'Hymbercourt, chancelier Guillaume Hugonnet. Cependant, tout n'était pas fini pour ce pauvre cardinal,
et il devait boire jusqu'à la lie le calice d'être en si mauvaise compagnie. Le lecteur n'a peut-être pas oublié l'effronté mendiant qui était venu se cramponner dès le commencement du prologue aux franges de l'estrade cardinale. L'arrivée des illustres conviés ne lui avait nullement fait lâcher prise, et tandis que prélats et ambassadeurs s'encaquaient, en vrais harengs flamands, dans les stalles de la tribune, lui s'était mis à l'aise, et avait bravement croisé ses jambes sur l'architrave. L'insolence était rare, et personne ne s'en était aperçu au premier moment, l'attention étant tournée ailleurs. Lui, de son côté, ne s'apercevait de rien dans la salle. Il balança sa tête avec une insouciance de Napolitain, répétant de temps en temps dans la rumeur, comme par une machinale habitude, « La charité, s'il vous plaît ». Et certes, il était dans toute l'assistance le seul probablement qui n'eût pas daigné tourner la tête à l'altercation de Coppenole et de l'huissier. Or, le hasard voulut que le maître chaussetier de Gand, avec qui le peuple sympathisait déjà si vivement et sur qui tous les yeux étaient fixés, vint précisément s'asseoir au premier rang de l'estrade, au-dessus du mendiant. Et l'on ne fut pas médiocrement étonné de voir l'ambassadeur flamand, inspection faite du drôle placé sous ses yeux, frapper amicalement sur cette épaule couverte de haillons. Le mendiant se retourna. Il y eut surprise, reconnaissance, épanouissement des deux visages, etc. Puis, sans se soucier le moins du monde des spectateurs, le chaussetier et le malingreux se mirent à causer à voix basse, en se tenant les mains dans les mains, tandis que les guenilles de Clopin Trouillefou, étalées sur le drap d'or de l'estrade, faisaient l'effet d'une chenille sur une orange. La nouveauté de cette scène singulière excita une telle rumeur de folie et de gaieté dans la salle que le cardinal ne tarda pas à s'en apercevoir. Il se pencha à demi, et ne pouvant, du point où il était placé, qu'entrevoir fort imparfaitement la casaque ignominieuse de Trouillefou, il se figura assez naturellement que le mendiant demandait l'aumône, et, révolté de l'audace, il s'écria « Monsieur le bailli du palais, jetez-moi ce drôle à la rivière !»« Croix Dieu, monseigneur le cardinal, dit Coppenole sans quitter la main de Clopin, c'est un de mes amis. » « Noël, Noël !» cria la cohue. À dater de ce moment, maître Coppenole eut à Paris, comme à Gand, grand crédit avec le peuple, car gens de telle taille lions, dit Philippe de Comines, quand ils sont ainsi désordonnés. Le cardinal se mordit les lèvres. Il se pencha vers son voisin l'abbé de Sainte-Geneviève et lui dit à demi-voix « Plaisants ambassadeurs que nous envoie là monsieur l'archiduc pour nous annoncer madame Marguerite. » Votre éminence, répondit l'abbé, perd ses politesses avec ses gros flamands. Margaritas ante porcos. Note. Matthieu 7, 6. Des perles aux cochons. Le jeu de mots suivant est basé sur le double sens du mot margarita, perle ou marguerite. Des porcs avant Marguerite. Fin de note. Dites plutôt, répondit le cardinal avec un sourire, porcos ante margaritam. Toute la petite cour en soutane s'extasia sur le jeu de mots. Le cardinal se sentit un peu soulagé. Il était maintenant quitte avec Coppenole. Il avait eu aussi son quolibet applaudi. Maintenant que ceux de nos lecteurs qui ont la puissance de généraliser une image et une idée, comme on dit dans le style d'aujourd'hui, nous permettent de leur demander s'ils se figurent bien nettement le spectacle qu'offrait, au moment où nous arrêtons leur attention, le vaste parallélogramme de la grande salle du palais. Au milieu de la salle, adossée au mur occidental, une large et magnifique estrade de brocart d'or, dans laquelle entrent processionnellement, par une petite porte ogive, de graves personnages successivement annoncés par la voix criarde d'un huissier. Sur les premiers bancs, déjà force vénérables figures, embéguinées d'hermine, de velours et d'écarlate. Autour de l'estrade, qui demeure silencieuse et digne, en bas, en face, partout, grande foule et grande rumeur. 1000 regards du peuple sur chaque visage de l'estrade, 1000 chuchotements sur chaque nom. Certes, le spectacle est curieux et mérite bien l'attention des spectateurs,
mais là-bas, tout au bout, qu'est-ce donc que cette espèce de tréteau avec 4 pantins bariolés dessus et 4 autres en bas? Qu'est-ce donc, à côté du tréteau, que cet homme à souquenille noire et à pâle figure? Hélas, mon cher lecteur, c'est Pierre Gringoire et son prologue. Nous l'avions tous profondément oublié. Voilà précisément ce qu'il craignait. Du moment où le cardinal était entré, Gringoire n'avait cessé de s'agiter pour le salut de son prologue. Il avait d'abord enjoint aux acteurs restés en suspens de continuer et de hausser la voix. Puis, voyant que personne n'écoutait, il les avait arrêtés, et depuis près d'un quart d'heure que l'interruption durait, il n'avait cessé de frapper du pied, de se démener, d'interpeller Gisquette et Liénarde, d'encourager ses voisins à la poursuite du prologue, le tout en vain. Nul ne bougeait du cardinal, de l'ambassade et de l'estrade, unique centre de ce vaste cercle de rayons visuels. Il faut croire aussi, et nous le disons à regret, que le prologue commençait à gêner légèrement l'auditoire, au moment où son éminence était venue y faire diversion d'une si terrible façon. Après tout, à l'estrade comme à la table de marbre, c'était toujours le même spectacle. Le conflit de labour et de clergé, de noblesse et de marchandise. Et beaucoup de gens aimaient mieux les voir tout bonnement, vivants, respirant, agissant, se coudoyant, en chair et en os, dans cette ambassade flamande, dans cette cour épiscopale, sous la robe du cardinal, sous la veste de Coppenole, que fardés, attifés, parlant en vers, et pour ainsi dire empaillés sous les tuniques jaunes et blanches dont les avait affublés Gringoire. Pourtant, quand notre poète vit le calme un peu rétabli, il imagina un stratagème qui eût tout sauvé. Monsieur, dit-il en se tournant vers un de ses voisins, brave et gros homme à figure patiente, si l'on recommençait. Quoi? dit le voisin. Eh, le mystère, dit Gringoire. Comme il vous plaira, repartit le voisin. Cette demi-approbation suffit à Gringoire, et faisant ses affaires lui-même, il commença à crier, en se confondant le plus possible avec la foule. Recommencez le mystère, recommencez. Diable, dit Joanne de Molendino, qu'est-ce qu'il chante donc là-bas, au bout? Car Gringoire faisait du bruit comme 4. Dis donc, camarade, est-ce que le mystère n'est pas fini? Ils veulent le recommencer? Ce n'est pas juste. Non, non, crièrent tous les écoliers, à bas le mystère, à bas! Mais Gringoire se multipliait et n'en criait que plus fort. Recommencez, recommencez! Ces clameurs attirèrent l'attention du cardinal. Monsieur le bailli du palais, dit-il à un grand homme noir placé à quelques pas de lui, est-ce que ces drôles sont dans un bénitier, qu'ils font ce bruit d'enfer? Le bailli du palais était une espèce de magistrat amphibie, une sorte de chauve-souris de l'ordre judiciaire tenant à la fois du rat et de l'oiseau, du juge et du soldat. Il s'approcha de son éminence, et non sans redouter fort son mécontentement, il lui expliqua, en balbutiant l'incongruité populaire, que midi était arrivé avant son éminence, et que les comédiens avaient été forcés de commencer sans attendre son éminence. Le cardinal éclata de rire. Sur ma foi, monsieur le recteur de l'université aura bien dû en faire autant. Qu'en dites-vous, maître Guillaume Rym? Monseigneur, répondit Guillaume Rym, contentons-nous d'avoir échappé à la moitié de la comédie. C'est toujours cela de gagner. Ces coquins peuvent-ils continuer leur farce? Demanda le bailli. Continuez, continuez, dit le cardinal, cela m'est égal. Pendant ce temps-là, je vais lire mon bréviaire. Le bailli s'avança au bord de l'estrade et cria, après avoir fait faire silence d'un geste de la main. Bourgeois, manants et habitants, pour satisfaire ceux qui veulent qu'on recommence et ceux qui veulent qu'on finisse, son éminence ordonne que l'on continue. Il fallut bien se résigner des deux parts. Cependant, l'auteur et le public en gardèrent longtemps rancune au cardinal. Les personnages en scène reprirent donc leur glose, et Gringoire espéra que, du moins, le reste de son œuvre serait écouté. Cette espérance ne tarda pas à être déçue comme ses autres illusions. Le silence s'était bien en effet rétabli tellement quellement dans l'auditoire. Mais Gringoire n'avait pas remarqué que,
Au moment où le cardinal avait donné l'ordre de continuer, l'estrade était loin d'être remplie, et qu'après les envoyés flamands étaient survenus de nouveaux personnages faisant partie du cortège dont les noms et qualités, lancés tout au travers de son dialogue par le cri intermittent de l'huissier, y produisaient un ravage considérable. Qu'on se figure, en effet, au milieu d'une pièce de théâtre, le glapissement d'un huissier jetant, entre deux rimes et souvent entre deux hémistiches, des parenthèses comme celle-ci. Maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cour d'église. Jean de Harlay, écuyer, garde de l'office de chevalier du guet de nuit de la ville de Paris. Messire Galliot de Guénoyac, chevalier, seigneur de Brussac, maître de l'artillerie du roi. Maître Dreux Raguier, enquêteur des eaux et forêts du roi notre sire, ès-pays de France, Champagne et Brie. Messire Louis de Graville, chevalier, conseiller, et chambellan du roi, amiral de France, concierge du bois de Vincennes. Maître Denis le Mercier, garde de la maison des aveugles de Paris, etc., etc., etc. Cela devenait insoutenable. Cet étrange accompagnement, qui rendait la pièce difficile à suivre, indignait d'autant plus Gringoire qu'il ne pouvait se dissimuler que l'intérêt allait toujours croissant et qu'il ne manquait à son ouvrage que d'être écouté. Il était en effet difficile d'imaginer une contexture plus ingénieuse et plus dramatique. Les 4 personnages du prologue se lamentaient dans leur mortel embarras lorsque Vénus en personne, vera inséchu patuit dea, note, Virgile, Énéide, 1, 405. La déesse s'est révélée à sa démarche. Fin de note. S'était présentée à eux, vêtue d'une belle cotte hardie armoriée au navire de la ville de Paris. Elle venait elle-même à réclamer le dauphin promis à la plus belle. Jupiter, dont on entendait la foudre gronder dans le vestiaire, l'appuyait, et la déesse allait l'emporter, c'est-à-dire, sans figure, épouser monsieur le dauphin, lorsqu'une jeune enfant, vêtue de damas blanc et tenant en main une marguerite, diaphane personnification de mademoiselle de Flandre, était venue lutter avec Vénus. Coup de théâtre et péripéties. Après controverse, Vénus, Marguerite et la cantonade étaient convenus de s'en remettre au bon jugement de la Sainte Vierge. Il y avait encore un beau rôle, celui de Dom Pèdre, roi de Mésopotamie. Mais à travers tant d'interruptions, il était difficile de démêler à quoi il servait. Tout cela était monté par l'échelle. Mais c'en était fait. Aucune de ces beautés n'était sentie ni comprise. À l'entrée du cardinal, on eût dit qu'un fil invisible et magique avait subitement tiré tous les regards de la table de marbre à l'estrade, de l'extrémité méridionale de la salle au côté occidental. Rien ne pouvait désensorceler l'auditoire. Tous les yeux restaient fixés là, et les nouveaux arrivants, et leurs noms maudits, et leurs visages, et leurs costumes étaient une diversion continuelle. C'était désolant. Excepté Gisquette et Liénarde, qui se détournaient de temps en temps quand Gringoire les tirait par la manche, excepté le gros voisin patient, personne n'écoutait. Personne ne regardait en face la pauvre moralité abandonnée. Gringoire ne voyait plus que des profils. Avec quelle amertume il voyait s'écrouler pièce à pièce tout son échafaudage de gloire et de poésie, et songer que ce peuple avait été sur le point de se rebeller contre monsieur le bailli, par impatience d'entendre son ouvrage. Maintenant qu'on l'avait, on ne s'en souciait. Cette même représentation qui avait commencé dans une si unanime acclamation. Éternel flux et reflux de la faveur populaire. Penser qu'on avait failli pendre les sergents du bailli. Que n'eût-il pas donné pour en être encore à cette heure de miel? Le brutal monologue de l'huissier cessa pourtant. Tout le monde était arrivé et Gringoire respira. Les acteurs continuaient bravement. Mais ne voilà-t-il pas que maître Coppenole, le chaussetier, se lève tout à coup et que Gringoire lui entend prononcer, au milieu de l'attention universelle, cette abominable harangue. Messieurs les bourgeois et hobereaux de Paris, je ne sais, croix Dieu, pas ce que nous faisons ici.
Je vois bien là-bas dans ce coin, sur ce tréteau, des gens qui ont l'air de vouloir se battre. J'ignore si c'est là ce que vous appelez un mystère, mais ce n'est pas amusant. Ils se querellent de la langue, et rien de plus. Voilà un quart d'heure que j'attends le premier coup. Rien ne vient. Ce sont des lâches, qui ne s'égratignent qu'avec des injures. Il fallait faire venir des lutteurs de Londres ou de Rotterdam, et à la bonne heure, vous auriez eu des coups de poing qu'on aurait entendus de la place. Mais ceux-là font pitié. Ils devraient nous donner au moins une danse morisque ou quelque autre momerie. Ce n'est pas là ce qu'on m'avait dit. On m'avait promis une fête des fous, avec élection du pape. Nous avons aussi notre pape des fous à Gand, et en cela nous ne sommes pas en arrière, croix Dieu. Mais voici comme nous faisons. On se rassemble une cohue, comme ici. Puis chacun à son tour va passer sa tête par un trou et fait une grimace aux autres. Celui qui fait la plus laide, à l'acclamation de tous, est élu pape. Voilà. C'est fort divertissant. Voulez-vous que nous fassions votre pape à la mode de mon pays? Ce sera toujours moins fastidieux que d'écouter ces bavards. S'ils veulent venir faire leurs grimaces à la lucarne, ils seront du jeu. Qu'en dites-vous, messieurs les bourgeois? Il y a ici un suffisamment grotesque échantillon des deux sexes pour qu'on rie à la flamande, et nous sommes assez de laids visages pour espérer une belle grimace. Gringoire eût voulu répondre. La stupéfaction, la colère, l'indignation lui ôtèrent la parole. D'ailleurs, la motion du chaussetier populaire fut accueillie avec un tel enthousiasme par ces bourgeois flattés d'être appelés hobereaux que toute résistance était inutile. Il n'y avait plus qu'à se laisser aller au torrent. Gringoire cacha son visage de ses deux mains, n'ayant pas le bonheur d'avoir un manteau pour se voiler la tête comme l'Agamemnon de Timanthe. Fin du chapitre 4 du livre premier. Si la chaîne et son contenu vous plaisent, abonnez-vous sur YouTube en cliquant sur le bouton rouge.